Bonjour professeur. Bonjour. Professeur Éric Côme, vous êtes évidemment le chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris, infectiologue. Les Français vous connaissent, vous êtes l'un des visages depuis le début de cette crise. Cette question ce matin, quand on regarde les derniers chiffres de l'épidémie qui sont tombés hier soir, il y a plus de malades en réanimation aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 3 semaines au moment de la fermeture des écoles. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'autoriser les enfants à revenir ? Écoutez, vous commencez par la question difficile, surtout en cette journée. Je pense que c'est pas très raisonnable, mais bon, j'ai pas envie de porter de jugement non plus. Je pense qu'il y avait d'autres choses qui ont emporté cette décision, des phénomènes qui relèvent pas de la médecine. Donc voilà. On suit la décision des politiques. Mais je vous demande pas de faire de la politique, en effet, professeur. Vous êtes du point de vue sanitaire, mais ce que vous nous dites, c'est que de votre point de vue, c'est-à-dire du point de vue sanitaire, les chiffres ne sont pas encourageants, en tout cas n'encouragent pas à retourner à l'école. C'est vrai que les chiffres sont pas encourageants. Voilà, c'est clair, c'est-à-dire que ça a à peine commencé à redescendre dans certains endroits, donc se dire qu'on relâche déjà les précautions alors qu'on n'est toujours pas clairement redescendu, oui, ça nous inquiète évidemment. Si on reste sur la question des enfants, et on va évidemment ensuite en venir à ce qui se passe notamment dans votre hôpital, partout, qu'est-ce que vous voyez, mais si on en reste sur la question des enfants, il y a quand même toujours ce doute, est-ce que oui ou non, ils participent à la circulation du virus ? Ouais, écoutez, je pense que c'est clair que le virus circule dans les écoles. On ne va pas remettre ça en cause. C'est bien qu'on l'ait découvert. Je pense qu'on l'a découvert un peu tardivement. Regardez ce qui se passe dans la plupart des pays ailleurs que le nôtre. Une des premières mesures qui est prise, c'est de fermer les écoles. C'est pas par hasard. Les épidémiologistes allemands sont pas moins bons que les épidémiologistes français. Simplement, chez nous, c'est plus difficile de fermer les écoles qu'ailleurs pour des raisons qui ont été largement discutées. C'est un choix du coup qui relève plus de la politique ou de l'éducation que du sanitaire. C'est-à-dire que quand Jean-Michel Blanquer, pour le coup, se fait un peu plus épidémiologiste et nous dit hier, l'école n'est pas un lieu spécifique de contamination, c'est ce qu'il a envie de croire. Oui, c'est ce qu'il a envie de croire, et puis peut-être que toute la nuance est dans le spécifique. Voilà. Mais bon, non, ça circule, évidemment. Ça circule entre enfants, ça circule entre nous dans les entreprises, quand le télétravail n'est pas respecté. On sait très bien tout ça. Sur les écoles, il y aura désormais notamment des autotests et des tests salivaires. Alors les autotests pour les plus de 15 ans, c'est-à-dire demain, enfin la semaine prochaine, quand les collégiens, les lycéens reviendront à l'école, mais déjà pour les accompagnateurs, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec les enfants. Est-ce que les autotests, vous trouvez que c'est une bonne chose ? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne manière de réouvrir les écoles. On les réouvre, mais en prenant quelques précautions, quelques sécurités. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne ou en Autriche, dans d'autres pays européens. Donc je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Le protocole qui sera le même qu'avant la fermeture des écoles, c'est-à-dire qu'un cas de Covid dans une classe, c'est toute la classe qui est fermée et tous les enfants qui sont considérés comme cas contact. Ouais. C'est tenable, ça ? Écoutez, on verra bien. En tout cas, ils ont pris la mesure du fait que le virus pouvait circuler dans les écoles. Oui, c'est ça. Finalement, c'est la réponse elle-même à cette question de la circulation du virus. Exactement. Ça prouve bien qu'il circule. Ça prouve bien qu'il circule, mais c'est une manière intelligente d'aborder cette circulation. Il y a cette question des purificateurs d'air. Jean-Michel Blanquer qui a dit encourager les collectivités à s'équiper, à équiper les établissements scolaires de purificateurs d'air. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces purificateurs d'air ? Ou est-ce que vous dites que c'est peut-être un gadget ou est-ce que c'est vraiment utile ? Écoutez, honnêtement, j'ai pas la compétence nécessaire pour m'exprimer à ce sujet. Mais je pense qu'ouvrir les fenêtres et aérer les locaux, c'est une très bonne idée aussi. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin de purificateurs ? Non, je pense pas qu'il y ait besoin de purificateurs. Il suffit d'aérer les fenêtres et on sait très bien que ce genre de maladie se transmet beaucoup moins bien quand vous êtes dans des locaux aérés. Donc aérer, continuer à porter le masque à l'intérieur, mais il y a cette question qui quand même commence à se poser. Est-ce qu'il faut vraiment le porter en extérieur ? Est-ce qu'on a déterminé que c'était absolument utile ? Quand on voit désormais qu'il est obligatoire, y compris sur les plages, est-ce que vraiment c'est nécessaire ?
Écoutez, j'ai été relativement constant dans ce que j'ai dit sur la transmission à l'extérieur. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas eu de preuves scientifiques établies que le virus se transmettait à l'extérieur. Et je pense que ça a même été une erreur stratégique depuis le début de confondre l'extérieur et l'intérieur et qu'on ait abouti à un paradoxe qui était que les gens se protégeaient parfois plus à l'extérieur que à l'intérieur. Or, c'est à l'intérieur que se passent les contaminations. Oui, parce que quand on rentre chez soi, on enlève le masque. Oui, exactement. Et si on n'aère pas les fenêtres de surcroît, ça favorise les transmissions à l'intérieur. Si je vais au bout de ce que vous êtes en train de dire, professeur, et en effet, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, mais la question, elle se pose à nouveau aujourd'hui, parce qu'on voit quand même certains pays qui commencent à renoncer à ce port du masque en extérieur. Est-ce qu'au fond, si ça ne tenait qu'à vous, vous diriez franchement le masque sur les plages ou le masque en extérieur, ça n'a pas de sens? Le masque sur les plages ou le masque en forêt, ça n'a aucun sens, enfin, je pense sérieusement. C'était quoi? C'était du placebo? Non, c'était pas du placebo. J'ai jamais compris. Je pense que c'était une difficulté à expliquer aux personnes la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais j'ai jamais compris personnellement pourquoi on a mis les deux sur le même plan. Peut-être simplement pour rappeler aux gens qu'il faut faire attention. Est-ce que vous pensez que c'était ça? C'est-à-dire, c'est plus... On a beaucoup parlé d'erreurs, de manipulation des masques quand on les enlevait, quand on les remettait. Mais honnêtement, à l'extérieur, à moins d'être agglutinés les uns sur les autres, les possibilités de transmission sont quand même très 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 faibles. Je voudrais qu'on fasse avec vous le point sur la situation de l'épidémie. Quand on entend Jean Castex jeudi qui nous dit, je le cite, « Le pic de la 3e vague de l'épidémie semble derrière nous ». Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, notamment à la Pitié-Salpêtrière? Écoutez, je vous avoue que j'ai du mal à me repérer dans les vagues parce que effectivement beaucoup de gens parlent de 3e vague, mais on pourrait dire qu'on est toujours dans la 2e vague et qu'on n'est jamais sorti de la 2e vague qui a débuté, qui était en octobre-novembre, je vous rappelle. On est redescendu à un niveau, mais qui était tellement haut qu'on s'est à se demander si on était vraiment sorti de cette 2e vague. Et d'ailleurs, on est tout de suite reparti dès que ça s'est relâché sur une 3e, qu'on a appelé une 3e vague. Mais en fait, on est toujours dans le même mouvement et on n'est toujours pas redescendu. Clairement. Donc on ne peut pas dire, alors vous n'êtes même pas sûr qu'on est encore dans la 3e vague, mais donc on peut encore moins dire que la 3e vague est derrière nous. Oui, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle est derrière nous. Enfin après c'est des jeux de mots quoi. Oui, si on considère qu'elle est derrière nous, dans ces cas-là il faut se préparer à affronter la 4e. Mais professeur, en fait c'est assez étonnant parce que quand on vous écoute, vous les médecins, et les politiques qui tout d'un coup veulent voir que soi-disant le pic est derrière nous, puis que ça aurait été la 3e vague, et puis que en fait chacun a envie de voir ce qu'il veut voir ou quoi? On a tous envie de prendre nos désirs pour des réalités, et plus l'épidémie avance, plus on en a marre en fait, pour employer un langage un peu cash. On est tous fatigués, quoi, c'est clair. Quand vous dites on est tous fatigués, est-ce que vous parlez en particulier des soignants? Je pense qu'il n'y a pas que les soignants qui sont fatigués. Les administratifs, par exemple, sont aussi fatigués. Les travailleurs de première ligne sont aussi fatigués. Les politiques aussi, je pense, doivent être très fatigués. Donc, on est tous fatigués, on est tous là. Or, on est parti pour un marathon quand même. Pardon, mais vous tenez le coup? On essaye. On essaye de tenir le coup, mais c'est de plus en plus difficile, oui, effectivement. Quand vous dites un marathon, est-ce qu'on doit comprendre qu'on va désormais vivre avec ce virus? C'est-à-dire que c'est une question qu'on vous posait avant l'été. On se disait que ça y est, c'était derrière nous, que ça allait peut-être revenir, mais on n'était pas sûr. C'est une question même qu'on se posait en décembre. On se souvient qu'on a tous, au moment de minuit, on s'est dit ouf, 2020 est derrière nous, et on avait tous l'impression que 2021 allait être enfin la libération. Puis là, on est le 26 avril, on voit que ça ne va pas beaucoup mieux, ça ne va même pas mieux du tout. Non, ce virus, sur le moyen terme, je ne suis pas du tout inquiet. On va aboutir à une immunité collective qui va aboutir au fait qu'on sera de moins en moins malade progressivement de ce virus, clairement, qui à terme va s'installer parmi nous, évidemment, comme les autres coronavirus, comme les 4 autres avec lesquels on vit en permanence. Il va rejoindre ces 4-là. Ça deviendra une maladie de l'enfant bénigne, occasionnellement de l'adulte qui pourra être sévère, mais les cas chez les adultes, au fur et à mesure que l'épidémie avance, on va en voir de moins en moins. Simplement, c'est un processus qui va se jouer sur plusieurs mois et non pas sur plusieurs semaines. Mais ça veut dire que ce sera désormais une maladie quotidienne, comme la grippe. Oui, comme les autres coronavirus avec lesquels on vit depuis des décennies, voire des siècles. Est-ce que pour autant, on peut quand même tenter de commencer à se projeter? Mi-mai,
c'est à peu près l'échéance que commence à nous donner le gouvernement, mi-mai. Alors si on essaye de se projeter ensemble, rouvrir les terrasses mi-mai, est-ce que ça vous paraît raisonnable? C'est à l'extérieur, donc je serais, disons, vigilant, mais je pense qu'il faut essayer de toute façon. Il faut essayer. Oui, il faut essayer parce quoi. qu'on devient tous, on devient tous fatigués et on en a tous marre. Donc mi-mai, rouvrir les terrasses, pourquoi pas? Élargir le périmètre des 10 km? Oui, ça je pense de toute façon, vous savez, En fait, je pense que pas mal de gens ne respectent pas ce périmètre de 10 et même kilomètres. s'ils l'avaient respecté, est-ce que c'est vraiment ce qui a été le plus efficace? Non, je pense pas que c'est ce qui a été le plus efficace. Le couvre-feu? Le couvre-feu, je pense qu'on n'est pas prêt quand même de voir la fin du couvre-feu. Pour le coup, ça vous paraît quelque chose qui a eu un vrai impact? Oui, probablement, parce que ça a limité les possibilités de se réunir à l'intérieur de lieux clos, les restaurants, les bars, les cafés, et même chez les uns chez les autres. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va comme ça devoir être à la maison à 19h, à regarder la télé? Ouais, c'est une très bonne question. J'espère le moins longtemps possible, mais malheureusement, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas donner de date à partir de laquelle on pourra mettre fin à ces mesures. Je pense que c'est trop prématuré. Tout va dépendre de la vaccination, des variants, enfin, de paramètres qu'on ne maîtrise pas du tout. On va y revenir bien sûr sur les variants, mais si je vous comprends bien, quand je vous dis les terrasses, vous dites pourquoi pas, la distance pourquoi pas, mais le couvre-feu, là, franchement, vous ne tergiversez pas. Disons que pour tout ce qui est à l'extérieur, je pense qu'on peut commencer à relâcher, et même il faut relâcher parce que sinon on va tous devenir fous. Après, pour ce qui est de l'intérieur, je pense qu'il va falloir continuer à être extrêmement prudent tant qu'on n'est pas vacciné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Les boutiques? Les boutiques, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas... C'est à l'intérieur? Oui, c'est à l'intérieur, c'est vrai. Mais à partir du moment où on respecte certaines... c'est pas des lieux de convivialité. Donc à partir du moment où on respecte les gestes barrières... Donc pour vous, mi-mai, à peu près, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour vous à rouvrir les commerces non essentiels? Pour moi, il n'y a pas de problème majeur. Et les restaurants, alors? Parce que vous le disiez, ça, lieu de convivialité, à l'intérieur? Ça va être le point le plus critique, en fait, les restaurants, surtout dans notre culture, où c'est quand même très important. Je pense à l'extérieur, il n'y aura pas de problème. À l'intérieur, je pense qu'il va falloir imaginer d'autres façons de voir les choses. Ça veut dire quoi? Si on teste, par exemple, les enfants tous les jours, enfin pas tous les jours, pardon, une fois par semaine à l'école, peut-être qu'on peut imaginer tester les personnes avant qu'elles aillent manger au restaurant. Si c'est à l'intérieur, évidemment. Je sais pas, il y a peut-être des choses à imaginer. Il y a le passeport sanitaire aussi. Il y a des personnes qui sont vaccinées. Il y a des personnes qui ont déjà attrapé la maladie. Toutes ces personnes-là sont immunisées. Il y en a quand même de plus en plus de ces personnes-là qui sont immunisées soit du fait de la vaccination, soit du fait de l'infection naturelle. Donc ces personnes-là ne risquent pas... Disons, elles peuvent être porteurs du virus, mais elles ne vont pas démarrer des chaînes épidémiques, je pense, de manière importante, en tout cas pas à une grande échelle. Donc oui, on peut peut-être imaginer certaines reprises d'activité. Mais une reprise d'activité vraiment sous cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'avec l'idée éventuellement de faire un autotest à l'entrée d'un restaurant et d'attendre 15 minutes le résultat avant de rentrer. On peut imaginer ça, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités aussi, notamment le passeport dont on a parlé, le passeport sanitaire. Mais ça vous paraît, ça pour le coup, raisonnable? De toute façon, il faut réouvrir. Va falloir apprendre à vivre un peu sous la pluie, comme disait Sénèque. À vivre sous la pluie. Oui, c'est-à-dire à accepter le risque, quoi. Accepter le risque mesuré, raisonnable, risque qui va devenir de plus en plus faible au fur et à mesure que l'épidémie avance. C'est quand même ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que plus l'épidémie avance, plus le risque va devenir faible. Mais pour le moment, oui, on vit un moment critique et on ne peut pas relâcher le... Vous parlez notamment, professeur Éric Côme, non seulement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la couverture vaccinale, mais vous insistez pour dire à chaque fois la couverture vaccinale, mais aussi la couverture naturelle, c'est-à-dire de tous ceux qui ont eu la maladie et qui donc ne l'auront plus. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça ? Alors non, on est même quasiment sûr du contraire. C'est-à-dire que les personnes qui ont été immunisées, soit parce qu'ils ont acquis la maladie, soit parce qu'ils ont été vaccinés, ces personnes-là, malheureusement, pourront réattraper le virus. Mais finalement, ce n'est pas très important s'ils ne font pas de maladie grave. C'est-à-dire s'ils ne rentrent pas à l'hôpital et encore moins s'ils ne rentrent pas en réanimation. Je voudrais qu'on comprenne bien ce qui se passe là. Ça veut dire que si on a eu le coronavirus...
on est protégé pendant un certain temps. Ensuite, on peut le réattraper, mais on est quasiment sûr de ne plus faire de forme grave. On est malheureusement, non, je ne peux pas vous dire qu'on est quasiment sûr de ne pas faire de forme grave. J'espère. Alors après, quelle est la part de l'espérance et quelle est la part de la réalité, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que l'on ne fera pas de forme grave. On le réattrapera, on fera des formes bénignes. J'ai déjà des cas dans mon entourage de personnes vaccinées qui ont réattrapé la maladie, même le variant sauvage, pas forcément le variant un mutant. On pourra plus facilement s'infecter avec des variants qu'avec le virus sauvage. Attendez, ce que vous nous dites, c'est que vous connaissez des gens qui ont été vaccinés et qui, malgré tout, ont contracté la maladie. Oui. Ça vous inquiète pas plus que ça ? Non, parce que c'est des gens qui n'ont pas fait des maladies graves. Et finalement, c'est ça qui est important. Et on va s'immuniser progressivement, de toute façon. C'est ça la réalité. C'est qu'on va s'immuniser progressivement, tous ensemble, contre ce virus. Et dans quelques mois, voilà, on n'en entendra plus parler. Ça sera une maladie devenue banale chez les enfants. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Une maladie qui va, on l'espère, devenir banale. Sauf qu'entre-temps, il y a une autre chose qui inquiète. Ce sont ces questions de variants. Le variant brésilien. Désormais, on parle du variant indien. Là encore, Jean Castex a sans doute voulu être rassurant. Il a dit hier, lorsqu'il était à Roissy, les variants sud-africains et brésiliens sont très peu nombreux, sous-entendu, en France, et ont tendance à régresser. Écoutez, là aussi, j'ai bien peur que ça relève plus de l'espérance que de la réalité, parce que malheureusement, les variants... pour voir ce que je connais au niveau de la région parisienne, si vous voulez, c'est environ 10% quand même, donc c'est assez nombreux. Là, vous parlez de tous les variants ? Je parle de tous les variants, disons qu'on appelle of concern, c'est-à-dire auxquels il faut faire attention. Non, vous ne parlez pas du variant anglais ? Non, je ne vous parle pas du variant anglais. Ces variants-là, c'est-à-dire le variant brésilien, le variant sud-africain, et puis les variants qui ont acquis certaines mutations à risque de contourner ils représentent déjà 10%. Oui, en région parisienne, actuellement, ils représentent 10%, tout à fait. Est-ce que ces 10% pourraient se transformer demain en 20% Hier, ils étaient 5%. Enfin, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais ça a augmenté quand même au cours des dernières semaines. Est-ce que de cela, il faut être particulièrement inquiet ? Oui, on peut être inquiet parce que c'est des variants qui sont susceptibles de contourner justement l'immunité qu'elle a été acquise naturellement ou qu'elle a été acquise par certains vaccins, pas par tous les vaccins, par certains vaccins. Et la question clé aujourd'hui, c'est on va se réinfecter, oui c'est probable, à cause des variants, mais est-ce que cette réinfection sera grave ou est-ce qu'au contraire elle sera pas très grave, elle permettra encore de renforcer l'immunité ? Voilà, moi j'ai plutôt une envie d'être optimiste et de me dire que ça ne sera pas grave et ça renforcera progressivement notre immunité et à un moment notre immunité sera suffisamment solide et le virus glissera sur nous. Comment tenter de lutter contre l'arrivée de ces nouveaux variants ? Il y a eu finalement la décision de suspendre les vols et puis pour les arriver malgré tout, de mettre en quatorzaine, en septaine, en 10 jours précisément, je ne sais pas comment on dit, dizaine, ceux qui arrivent en France. Mais on a appris hier qu'ils auraient quand même le droit de sortir entre midi et 2. Vous comprenez comment ça ? D'abord, c'est une quatorzaine de 10 jours. Si on veut vraiment une quatorzaine efficace, il faut qu'elle soit de 14 jours, pas de 10 jours. Après, je pense que ça fait prendre... Parce qu'il y a 14 jours d'incubation, pardon. Voilà, parce que la durée maximum d'incubation peut être de 14 jours. À Hong Kong, ils ont même poussé le bouchon encore plus loin, c'est 21 jours de quarantaine. Mais c'est le seul pays où il y a 21 jours de quarantaine. Mais vous dites 14 jours serait raisonnable. Tous les autres pays raisonnables, Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, c'est 14 jours. Voilà, donc on aurait pu faire 14 jours. Après, plus la quarantaine est stricte, plus elle est efficace. Mais plus elle est stricte, plus elle est difficile à respecter. Effectivement, je comprends que on autorise les gens à sortir 2 heures par jour, parce que sinon, par les temps qui courent, c'est quand même très difficile. Vous n'arrêtez pas de dire, professeur, et on comprend, parce que c'est une question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on ne va pas devenir fou, ou est-ce qu'il faut trouver un juste équilibre entre les mesures sanitaires nécessaires et en effet un équilibre de vie pour quand même pouvoir continuer à mener nos existences. Pour vous, soignants, le fait d'avoir vécu ce marathon, comme vous dites, que ça se poursuive, quel est l'état d'esprit des soignants ? Nous, on est tous fatigués. On est comme tous les citoyens, on en a assez. Après, on est des soignants, on fait notre métier, on s'occupe des malades du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Donc, en fait, on ne se pose pas de questions, mais c'est vrai qu'on est tous là.
on ne se pose pas de questions. Encore une chose sur laquelle les Français se posent beaucoup de questions, c'est l'AstraZeneca. Quand vous entendez le cri du cœur hier d'un médecin qui dit « je vais être obligé de jeter mes doses parce que personne ne s'est présenté pour se faire vacciner », qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous écoutent? Je partage le cri d'alarme de ce médecin. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a eu des erreurs de communication. En fait, il faut s'inscrire dans le cadre d'une relation médecin-malade. Il faut que le médecin explique à la personne qu'il a en face de lui les avantages et les inconvénients du vaccin, quel qu'il soit. Et c'est à la personne de choisir en son âme et conscience, avec un choix éclairé, ce qu'elle décide de faire. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de vacciner des personnes jeunes qui préfèrent être vaccinées plutôt que de tomber malade. Ça veut dire que vous le faites, y compris avec l'AstraZeneca? Oui, je peux le faire. Des moins de 55 ans? Oui, je peux le faire. Vous assumez de le faire? Je pense qu'il faut assumer de le faire parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Il faut vacciner le plus possible. Mais une fois encore, c'est un risque qui doit être assumé, mais qui doit aussi être partagé. Vous diriez à vos proches, aux éclairé. gens qui comptent pour vous, aucun problème, allez-y? Non, je leur dis pas aucun problème, allez-y. Je leur dis, je regarde le risque qu'ils ont de faire un Covid grave. Et s'ils ont un risque de faire un Covid grave, c'est-à-dire d'être hospitalisés, de rentrer en réanimation, je leur explique qu'il vaut mieux prendre le risque vraiment très très faible d'un effet indésirable du AstraZeneca en étant bien informé, évidemment, des modalités de survenue de cet effet indésirable, plutôt que de rentrer en réanimation pour un Covid. Merci, professeur Éric Côme, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci à vous. Merci.